Ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent. Carl Jung. Ces mots de Carl Jung sont porteurs d'une vérité que beaucoup évitent d'affronter. Nous passons tellement de temps à chercher des réponses à l'extérieur, dans l'approbation des autres, dans les objectifs que l'on nous a dit d'atteindre, dans les rôles que nous avons appris à jouer, que nous oublions de nous demander qu'est-ce que nous construisons en fait à l'intérieur. Et c'est là que le malaise commence. Parfois, il s'agit d'un malaise subtil, d'un sentiment que, bien que tout semble correct, il manque quelque chose. D'autres fois, c'est plus brutal, un vide profond au milieu d'une vie qui devrait être parfaite. Il n'est pas étonnant que nous soyons si nombreux à avoir peur du silence, car c'est dans le silence que nous entendons les questions les plus difficiles. Est-ce que je vis la vie que je veux vraiment ? Ou suis-je simplement en train de suivre un scénario qui n'est pas le mien ? Ces doutes n'apparaissent pas par hasard, ce sont des signes. Ils nous rappellent que nous vivons peut-être en pilotage automatique, déconnectés de ce que nous sommes vraiment. Et cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus lent, presque invisible, qui remonte à l'époque où nous avons appris que pour être aimé, il faut être accepté. La société nous apprend à porter des masques, non pas pour tromper, mais pour s'adapter. Dès notre plus jeune âge, nous sommes modelés par les attentes des autres. Comment s'habiller, comment parler, à quoi rêver. Nous créons une version de nous-mêmes que le monde approuve, mais qui souvent nous étouffe. Et qu'arrive-t-il à tout ce que nous abandonnons pour entrer dans ce moule ? Il ne disparaît pas. Il reste stocké, refoulé, caché dans un coin sombre à l'intérieur de nous. Carl Jung l'appelait l'ombre. C'est la partie de nous-mêmes que nous évitons de regarder. Les peurs, les insécurités, les désirs que l'on nous a appris à rejeter. Et si ces parties étaient précisément le chemin vers la connaissance de soi ? Peut-être que le malaise que nous ressentons n'est pas un problème, mais une invitation. Peut-être que les fissures dans nos vies ne sont pas quelque chose à réparer, mais une opportunité de transformation. Et c'est de cela qu'il s'agit ici. Il ne s'agit pas simplement de changer de carrière ou de mettre fin à une relation. Il s'agit de quelque chose de plus profond, s'éveiller à qui l'on est vraiment. Car ce n'est que lorsque nous intégrons toutes les parties de nous-mêmes, les masques que nous portons, les ombres que nous cachons, que nous pouvons trouver un véritable but. Mais comment faire ? Comment nous libérer de nos liens ? Affronter ce que nous évitons et enfin vivre de manière authentique. Les réponses ne sont pas faciles et elles ne viennent pas de l'extérieur. Elles sont à l'intérieur de vous, attendant d'être découvertes. Depuis notre enfance, nous avons appris que pour être acceptés, nous devons nous intégrer. Nous façonnons notre comportement en fonction de ce que l'on attend de nous. Nous sourions même lorsque nous sommes tristes, nous disons merci alors que nous ne nous sentons pas reconnaissants, nous cachons ce que nous pensons pour éviter les conflits. Cette version polie que nous montrons au monde est ce que Carl Jung appelait la persona, le masque social. Il est utile. Il nous protège, nous aide à naviguer dans la vie et à tisser des liens. Mais avec le temps, ce masque cesse d'être un simple outil et devient une prison. Nous commençons à confondre la version que nous montrons au monde avec ce que nous sommes vraiment. Jean-Paul Sartre a dit « L'enfer, c'est les autres ». Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que, pour être acceptés, nous ajustons constamment ce que nous sommes pour répondre à leurs attentes. Et plus nous nous éloignons de notre essence, plus il devient lourd de porter ce masque. Il est facile de repérer les moments où cela se produit. Il s'agit de ces moments où vous vous retrouvez à agir automatiquement, à dire oui alors que vous voulez dire non, ou à vous sentir vide alors que tout semble être en place dans votre vie. Vous savez ce qui est drôle ? Souvent, nous ne nous rendons même pas compte que nous portons ce masque jusqu'à ce qu'il commence à se fissurer. Laissez-moi vous raconter l'histoire de mon amie Anna. Anna a toujours été la personne qui faisait tout bien. Elle a obtenu les meilleures notes à l'école, a choisi une carrière respectable et occupait un poste de premier plan dans une grande entreprise. Ses parents aimaient lui raconter la réussite de leur fille et ses amis l'admiraient pour sa détermination. Mais lorsque personne ne la regardait, Anna ressentait quelque chose de différent. Le travail qui semblait si incroyable aux yeux des autres était étouffant pour elle. Chaque jour, elle s'asseyait à son bureau, fixait son ordinateur et avait l'impression de gâcher sa vie. Le soir, dans son lit, elle se demandait « Est-ce que c'est ça ? Est-ce là ce que sera ma vie ?» Elle se sentait seule jusqu'au jour où, autour d'un café avec une amie, elle a entendu quelque chose qui l'a déconcertée. Son amie lui dit « Tu as tout ce que tu as toujours voulu. Cela doit être agréable de vivre comme ça. » À ce moment-là, Anna a ressenti une envie incontrôlable de crier « Je n'ai rien que je veuille. Tout ce que tu vois, je l'ai construit pour faire plaisir aux autres. » Mais elle n'a rien dit.
Elle s'est contentée de sourire, de remettre une couche sur son masque et de changer de sujet. Ce qu'Anna ne réalisait pas, c'est que ce qu'elle ressentait était une invitation. Ce vide, ce sentiment de déconnexion, n'étaient pas des problèmes à ignorer. C'étaient des fissures dans le masque, des signes qu'il était temps de s'arrêter et de regarder à l'intérieur. Parce que c'est ainsi que fonctionne le masque. Au début, il nous protège, mais avec le temps, il commence à nous peser. Il façonne notre identité au point que nous ne reconnaissons plus notre propre essence. Cette déconnexion entre le vrai moi et le moi social a des conséquences profondes. La psychanalyste Karen Horney l'a appelée la dissonance entre le moi réel et le moi idéal. Selon elle, lorsque nous nous éloignons de ceux que nous sommes vraiment pour répondre à des attentes extérieures, nous finissons par créer un cycle d'insatisfaction et d'anxiété. Les études montrent également que cette déconnexion peut se manifester par des symptômes d'épuisement professionnel ou même par des crises existentielles. Plus nous ignorons notre vrai moi, plus il devient difficile de maintenir le masque. Comme le soulignait Carl Jung, il est essentiel que chaque individu cherche à se réaliser plutôt que de se conformer à des attentes extérieures. Mais qu'advient-il de tout ce que nous abandonnons pour garder le masque intact ? Il ne disparaît pas. Il reste stocké, caché, refoulé dans un coin sombre à l'intérieur de nous. Carl Jung a appelé cette partie l'ombre. Et c'est là que commence le véritable défi. Faire face à ce que nous cachons. Faire face à ces parties que nous évitons est douloureux, mais c'est aussi le chemin de la libération. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser ? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Derrière chaque masque que nous portons, il y a un territoire caché, une partie de nous que nous préférons ne pas voir. Des peurs, des insécurités, des désirs que nous jugeons inadéquats. Tout. Ce que nous réprimons pour nous adapter au monde. Carl Jung l'appelait l'ombre. L'ombre est tout. Ce que nous avons appris à cacher parce qu'on nous a appris que c'était mal. Dès notre plus jeune âge, nous entendons des phrases telles que « Ne pleure pas, c'est de la faiblesse »,« Ne te mets pas en colère, sois quelqu'un de bien ». C'est ainsi que petit à petit, nous avons commencé à repousser des parties de nous-mêmes dans un coin sombre, croyant que si nous ne les voyions pas, elles disparaîtraient. Mais cela n'arrive jamais. Jung a dit « Jusqu'à ce que vous deveniez conscient, l'inconscient dirigera votre vie, et vous l'appellerez le destin. » En d'autres termes, tout ce que nous ignorons en nous-mêmes continue d'agir, silencieusement, en façonnant nos choix, notre comportement et même nos échecs. Si vous n'avez jamais vu Black Swan, laissez-moi vous expliquer pourquoi il s'agit d'une métaphore si puissante de l'ombre. Le film raconte l'histoire de Nina, une jeune ballerine obsédée par la perfection. Son objectif est de devenir la star du ballet, le lac des cygnes, en jouant à la fois le délicat cygne blanc et l'intense cygne noir. Dès le début, nous voyons que Nina réprime presque tout, ce qui ne correspond pas à l'image de la bonne fille. Ses désirs, sa colère, sa sexualité. Elle est contrôlée par sa mère, qui projette sur elle les rêves qu'elle n'a pas réalisés. Nina fait tout bien, elle est disciplinée, travailleuse, impeccable. Mais pour jouer le cygne noir, elle doit accéder à un côté plus sombre d'elle-même, qu'elle a toujours ignoré. Et c'est là que le conflit commence. Alors qu'elle se force à explorer ce côté, des choses qu'elle a refoulées pendant des années commencent à faire surface. La colère, les pulsions, les désirs, tout. Ce qui était caché dans l'ombre explose et échappe à tout contrôle. La frontière entre ce qui est réel et ce qui est imaginé s'estompe, et Nina se perd dans sa propre psyché. La scène finale du film en est un brillant exemple. Face à sa propre ombre, Nina livre finalement une performance parfaite, mais à un prix élevé. Elle réalise que sa quête obsessionnelle de la perfection et son désir de plaire aux autres l'ont complètement éloignée d'elle-même. Black Swan nous montre que l'ombre ne disparaît pas simplement parce que nous l'ignorons. Au contraire, plus nous la réprimons, plus elle devient forte. L'ombre n'est pas un monstre qu'il faut détruire, mais une partie de soi qu'il faut intégrer. D'un point de vue psychologique, l'ombre est une métaphore de l'inconscient. Elle est le réceptacle de tout ce que nous rejetons de nous-mêmes. Selon Jung, l'ombre est constituée de caractéristiques que nous avons appris à considérer comme inacceptables, telles que la faiblesse, la colère ou l'insécurité. Mais ignorer ces aspects a des conséquences profondes. La psychologue clinicienne Connie Zweig, auteure de Meeting the Shadow, affirme qu'en niant notre ombre, nous perdons une partie de notre énergie vitale. Elle explique que lorsque nous acceptons notre ombre,
nous pouvons canaliser ces énergies refoulées de manière constructive. Par exemple, en reconnaissant notre colère, nous pouvons la transformer en affirmation de soi. En pratique, cela signifie que nous devons être attentifs à nos déclencheurs émotionnels. Lorsque nous ressentons de la colère, de l'envie ou de l'inconfort, c'est le signe qu'il se passe quelque chose de plus profond. Reconnaître ces sentiments sans les juger est le premier pas vers l'éclaircissement de l'ombre. La philosophie a également beaucoup à dire sur les aspects sombres de l'âme humaine. Friedrich Nietzsche, par exemple, a abordé l'idée d'intégrer le côté obscur dans son œuvre. Ainsi parlait Zarathustra. Il parle de l'importance d'accepter le chaos en nous comme une force créatrice. Nietzsche a dit « Il faut avoir du chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante ». Pour Nietzsche, l'ombre n'est pas un problème à résoudre, mais une partie essentielle de ce qui fait de nous des êtres humains. Ignorer ce chaos, c'est se condamner à une vie superficielle, déconnectée de notre véritable potentiel. Affronter l'ombre n'est pas facile. Il faut renoncer à l'idée de perfection et accepter nos imperfections. Mais, comme nous l'avons vu dans l'exemple de Nina, ne pas affronter ce côté peut être encore plus destructeur. Le chemin de la liberté commence par la mise en lumière de ce que nous évitons. Et ce n'est qu'en intégrant l'ombre et la lumière que nous pouvons trouver qui nous sommes vraiment. Mais que se passe-t-il lorsque nous acceptons enfin toutes les parties de nous-mêmes? C'est le début de l'éveil. L'éveil n'est pas un moment magique. Ce n'est pas comme trouver une réponse toute faite ou allumer une lumière qui transforme tout instantanément. C'est un processus, un voyage qui commence lorsque nous avons le courage de regarder à l'intérieur de nous et d'affronter les vérités que nous avons évitées. Imaginez une graine. Elle contient tout le potentiel nécessaire pour devenir un arbre. Mais pour cela, il faut que quelque chose se passe. La coquille doit se briser. Elle doit affronter l'obscurité de la terre, le poids du sol, le froid, l'humidité. Ce n'est qu'alors qu'elle peut grandir et atteindre la lumière. Nous sommes comme cette graine. Nous portons en nous tout ce dont nous avons besoin pour nous épanouir, mais nous restons souvent coincés dans notre coquille. Le masque que nous portons, les ombres que nous cachons, les attentes que nous avons. L'éveil commence précisément lorsque ces couches commencent à se fissurer. Et lorsqu'elles se fissurent, quelque chose de douloureux se produit. Vous réalisez que certaines parties de votre vie n'ont plus de sens. Peut-être que le travail pour lequel vous vous êtes tant battu ne correspond plus à vos valeurs. Ou bien cette relation qui semblait parfaite n'a plus de place pour la personne que vous êtes en train de devenir. Ces découvertes sont libératrices, mais elles sont aussi douloureuses. Parce qu'en suivant votre vérité, vous risquez de décevoir des gens, de rompre des liens ou d'abandonner des rêves qui n'ont jamais été vraiment les vôtres. Vivre de manière authentique est un chemin solitaire. Non pas parce que vous avez besoin d'être seul, mais parce que personne ne peut décider à votre place de ce qui est bien ou mal. C'est votre voyage. Et c'est effrayant. Imaginez quelqu'un qui décide enfin de changer de carrière, après des années dans un emploi qui lui apporte la sécurité, mais pas la joie. Ou quelqu'un qui choisit de mettre fin à une relation, même s'il sait qu'il sera jugé pour cela. Ces décisions exigent du courage. Elles nous obligent à abandonner le confort des certitudes et à naviguer dans l'incertitude. Nietzsche a dit « Celui qui a une raison de vivre peut endurer presque n'importe quoi. Trouver son pourquoi, c'est donner un sens à ses actions, même lorsque le chemin semble incertain. Mais cela ne veut pas dire que ce sera facile. Décider de vivre selon ses valeurs exige d'affronter les doutes, les peurs et, souvent, la résistance de ceux qui vous entourent. Prenons l'exemple de Viktor Frankl, auteur de l'ouvrage « En quête de sens ». Viktor Frankl était un médecin autrichien spécialisé en neurologie et en psychiatrie. Au sommet de sa carrière, il a été déporté dans un camp de concentration nazi avec sa famille. Frankl a presque tout perdu. Sa femme, ses parents, ses frères et sœurs. Il a vécu dans une misère absolue, confronté quotidiennement à la faim, à la violence et à une mort imminente. Au milieu de cette horreur, Frankl a commencé à observer comment les gens réagissaient à la souffrance extrême. Il s'est rendu compte que même dans les conditions les plus inhumaines, il y avait quelque chose que personne ne pouvait enlever, le sens que chacun donnait à sa vie. Il disait « On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la plus grande des libertés humaines, celle de choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance. » Frankl a vu des prisonniers qui, même affamés et épuisés, partageaient leurs morceaux de pain avec d'autres. Il a vu des gens qui, même au seuil de la mort, trouvaient la force de consoler leurs compagnons de cellule. Et il s'est rendu compte que ce qui différenciait ceux qui survivaient émotionnellement de ceux qui succombaient, c'était la raison d'être. Frankl a trouvé un but même dans sa propre souffrance.
Il a commencé à imaginer comment il pourrait utiliser cette expérience pour aider d'autres personnes. Il s'est imaginé, après la guerre, en train de donner des conférences sur la manière de donner un sens à la douleur. Ce but l'a aidé à tenir le coup et à donner un sens à sa lutte quotidienne. Après sa libération, Frankl a écrit le livre « En quête de sens », dans lequel il partage ses observations. Il explique que le sens de la vie n'est pas quelque chose de fixe ou d'universel. C'est quelque chose que chaque personne doit découvrir par elle-même, en particulier dans les moments d'adversité. L'homme ne doit pas se demander quel est le sens de la vie, mais reconnaître que c'est lui qui est interrogé par la vie. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'attendre les réponses du monde, mais de décider à chaque instant comment vous allez réagir aux circonstances. Mais comment aligner vos choix sur la vérité que vous avez découverte? Commencez modestement. Examinez vos décisions quotidiennes. Combien d'entre elles sont liées à ce que vous appréciez vraiment? Si vous pouviez éliminer tout, ce qui n'a pas de sens, que resterait-il? Cet alignement demande de l'entraînement. Il faut savoir dire non quand on a toujours dit oui. Il faut avoir le courage d'être honnête avec soi-même et avec les autres. Et surtout, il faut de la patience. Vous n'avez pas construit la vie que vous avez aujourd'hui du jour au lendemain. Et vous ne la transformerez pas d'un seul coup. Lorsque nous commençons à vivre de manière authentique, nous réalisons une chose incroyable. Nos actions ont un impact qui nous dépasse. Chaque choix en accord avec nos valeurs est comme une pierre jetée dans un étang. Il crée des vagues qui touchent les gens autour de nous et qui, d'une manière que nous ne verrons peut-être jamais, façonnent le monde. Mais l'éveil ne s'arrête pas là, car lorsqu'on se connecte à ce que l'on est, de nouvelles questions se posent. Si chaque action laisse une trace, quel type d'impact créez-vous? Comment pouvez-vous transformer votre authenticité en quelque chose qui inspire, aide et transforme le monde autour de vous? L'héritage. Ce mot semble grandiose, réservé aux personnages historiques, aux artistes immortels ou aux leaders qui ont changé le monde. Mais si je vous disais que l'héritage n'est pas une question de statues érigées ou de livres écrits, qu'il n'est pas dans les monuments, mais dans les personnes, dans les histoires que nous créons, dans les liens que nous cultivons et dans l'impact que nous laissons dans chaque petite action quotidienne. L'héritage est rarement grand. Il n'est pas dans les choses que nous laissons derrière nous, mais dans les personnes que nous touchons, dans les choix que nous faisons chaque jour, dans les mots que nous prononçons et les gestes qui semblent insignifiants, mais qui peuvent transformer la vie de quelqu'un. Sénèque a dit « La vie est assez longue si l'on sait la vivre, mais la vivons-nous d'une manière qui compte vraiment? Ou sommes-nous tellement occupés à poursuivre des objectifs que nous oublions l'impact que nous laissons en chemin? Pensez à quelqu'un qui a fait la différence dans votre vie. Il peut s'agir d'un professeur qui a cru en vous, même lorsque vous doutiez de vous-même. Un ami qui vous a écouté au bon moment. Ou même une personne qui, par son courage d'être authentique, vous a inspiré à faire de même. L'impact de ces personnes n'est pas dû à quelque chose de grandiose. Il est venu de choix faits dans la vie de tous les jours, de la manière dont ils ont décidé de vivre. Comme je l'ai déjà mentionné, en enlevant le masque et en affrontant l'ombre, nous commençons à nous éveiller à qui nous sommes. Et cet éveil nous donne une énorme liberté. Mais il s'accompagne aussi d'une responsabilité, celle de vivre en accord avec ce que nous découvrons. Car l'authenticité n'est pas seulement une question de connexion avec soi-même. Il s'agit de la façon dont cette connexion se reflète dans le monde qui nous entoure. C'est en trouvant son pourquoi que l'on transforme ses choix quotidiens en quelque chose de significatif. Et lorsque vous vivez en accord avec ce pourquoi, vous réalisez que chacune de vos actions crée des ondulations. Chaque mot, chaque décision, chaque geste façonne l'impact que vous laissez sur le monde. Qu'en est-il de vous? Quels choix faites-vous en ce moment? Combien d'entre eux sont liés à ce qui compte vraiment pour vous? Comme je l'ai déjà mentionné, l'éveil n'est pas la fin du voyage. C'est le début d'une vie authentique, une vie dans laquelle vos actions commencent à refléter vos valeurs les plus profondes. Et c'est de cette authenticité que naît l'impact. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Que laissez-vous derrière vous? Quel est l'impact de vos choix sur les personnes qui vous entourent? Parce qu'en fin de compte, le véritable héritage n'est pas une question de réalisation matérielle ou de reconnaissance publique. Il s'agit de vivre d'une manière qui inspire, transforme et relie. Il s'agit de planter des graines qui poussent, même lorsque vous n'êtes plus là pour les voir. La vie commence lorsque nous nous trouvons nous-mêmes, mais elle prend tout son sens lorsque nous l'utilisons pour transformer le monde qui nous entoure. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.